Alors les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons aborder notre premier cours sur la résistance des matériaux pour les ingénieurs civils. Donc arkadaşlar merhaba. Bugün ilk dersimiz yapacağız. Mukavemet 2 bahsedeceğiz. Giriş yapacağız. Donc ce cours sera beaucoup plus en français parce que nous avons des étudiants qui font le parcours ingénieur. Et nombreux sont des francophones. Donc nous allons faire ce cours-là en français. Euh, donc voilà, sans plus tarder, on va faire l'introduction de notre cours. Donc la résistance des matériaux, c'est un cours très important pour les ingénieurs civils, pour ceux qui aspirent à devenir ingénieurs en génie civil. Donc, sans plus tarder, on va faire l'introduction. On va commencer par les préliminaires. Donc, on va faire les bases de ce qui est de la résistance des matériaux 2. Et par la suite, Inch'Allah, on va résoudre les exercices. Donc, l'objectif de ce cours, c'est de déterminer le moment de torsion. Donc, déterminer la formule générale du moment de torsion. Alors, nous savons que le moment est donné par la formule suivante. Nous savons que le moment ici, nous allons nommer le moment par T. Donc, notre moment de torsion sera appelé par T. Donc, on va dire le moment de torsion, donc T est égal à la force fois, et je vais nommer la distance par S, d'accord? Le moment de torsion est égal à la force fois la distance. Donc, T, c'est le moment de torsion, F, c'est la force, et S, c'est la distance, d'accord? Alors, nous savons aussi que si nous dérivons ce moment, on va chercher la dérivée du moment. Donc, on aura d de t est égal à d de f fois la distance. Donc, la distance est une constante autant pour moi. Donc, on n'a pas besoin de dériver la distance puisque ça va donner 0. Alors, une fois que nous ayons fait ça, on sait que la contrainte de cisaillement est égale à la force divisée par la surface, d'accord? Donc, si nous cherchons la dérivée de la contrainte de cisaillement, donc on va dire que la dérivée de la contrainte de cisaillement est égale à la dérivée de f par rapport à A. D'accord. Alors ici, nous allons, dans cette mesure, si nous dérivons la contrainte de cisaillement, donc ça va donner ça. Maintenant, nous, ici, dans notre circonstance, nous allons dériver la surface. Donc, si l'on dérive la surface, on va d'abord déterminer quelle est la formule de la surface ici. Si nous voulons bien évidemment tirer la surface, donc on va dire que la surface A sera égale à la force divisée par la contrainte de cisaillement. On va dériver la surface donc on va dire que la dérivée de A serait égale à la dérivée de F par rapport de F divisé par la contrainte de cisaillement. Donc ceci étant, nous pouvons dire que la dérivée de F est égale à la contrainte de cisaillement fois la dérivée de A. Donc, à partir de là, on peut tirer la dérivée de F. Donc, nous allons nommer cette relation par la première relation. Et cette relation, on va nommer ça par la deuxième relation. Donc, on va dire 2 dans 1. On va prendre la deuxième relation. Donc, on écrit 2 dans 1. D'accord? Alors, on va obtenir ici la dérivée du moment de torsion serait égale à la dérivée de f. Nous avions obtenu sigma d de A. Donc, on va mettre sigma fois S. Donc, je mets S fois d de A. Donc, voilà ce que donne cette dérivée-là. Et par la suite, nous allons intégrer notre fonction, notre équation. Donc, on aura ici intégrale et là également intégrale, d'accord?
Donc l'intégrale de d de t, bien évidemment, ça donne t. Donc on aura t ici sur égal à l'intégrale en fonction de a, d'accord? On aura sigma fois s qui est la distance fois d de a. Alors c'est ça notre formule générale pour le moment de torsion. Donc on va encadrer cette formule. Le moment de torsion sera défini par cette formule-là tout au long de nos exercices. Mais après, à partir de là, à partir de cette formule générale, nous allons voir les différentes formules qui peuvent en découler. Par exemple, en fonction des schémas qui seront devant nous, justement, les formules également peuvent changer. Donc, pour le moment, on retient que le moment de torsion est égal à l'intégrale de sigma s d de a. Avec sigma, nous avions dit que c'est la contrainte de cisaillement. Avec s, nous avions dit que s est la distance. Et puis, d de a, c'est simplement la dérivée de la surface. D'accord? Donc, nous allons passer à notre schéma ici. Alors ici, l'objectif justement est de déterminer le déplacement ici. Donc on va déterminer le déplacement en fonction de la distance, en fonction de l'angle de torsion et aussi de l'angle alpha. Donc voilà ce qu'on va faire. Ici, rien de compliqué. Nous savons que ici, nous avons l'angle alpha, nous avons ici l'angle phi, d'accord? Donc, qui est l'angle de torsion. Nous avons la distance donc de A vers O. La distance est de S. S n'est rien d'autre que C et C n'est rien d'autre que R, d'accord? Parce que après, on aura besoin d'utiliser soit S ou bien R. Donc, S n'est rien d'autre que C n'est rien d'autre que R. Donc, on va déterminer le déplacement. Le déplacement n'est rien d'autre que alpha, puisque nous avions dit ceci je rappelle ça ici, la contrainte de cisaillement. Nous savons que la contrainte de cisaillement est égale à F sur A. Et cette même contrainte de cisaillement est égale à alpha fois G. Avec alpha, c'est le déplacement et G, c'est le module de cisaillement. Donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser à déterminer la valeur de alpha. Quelle est la relation potentielle de alpha, d'accord? Alors, la relation de alpha, on va la déterminer à partir de ce schéma ici. Nous considérons que nous avons un cylindre plein, bien sûr, qui est encastré ici. Donc, je vais mettre là, par exemple, le point B. Donc, le cylindre est encastré au point B. Alors, nous allons justement déterminer l'angle alpha. D'accord? Cet angle qui est ici. Alors, qu'est-ce que nous remarquons de là? Nous remarquons que tangente alpha est égale à côté opposé, qui est ce côté, donc qui est A' A divisé par quoi? Par le côté adjacent qui n'est rien d'autre que L. Donc, on va écrire ça ici. Tangente alpha. Donc, notre tangente alpha nous donne A' divisé sur L. Alors, en géométrie ou en mathématiques, nous disons que les angles de petit degré, la tangente de la fonction, donc la tangente d'un angle petit en degré est égale à ce même angle-là, c'est-à-dire tangente alpha est égale à alpha, d'accord? Puisque nous sommes avec des petits angles, donc tangente de alpha est égale à alpha, ça donne la même chose. Donc ici, nous pouvons dire que alpha est égal à quoi? Est égal à A' divisé par quoi? Divisé par eh bien, divisé par L. Donc, nous pouvons aussi tirer A'. Donc, on va dire que A' sera égal à quoi? Sera égal à alpha fois L. Ça, c'est la première relation, d'accord? Alors, toujours dans le même schéma, nous avons l'angle phi ici. Donc, nous pouvons déterminer l'angle phi. On va dire que tangente de l'angle phi est égale à côté opposé, qui est A' divisé par le côté adjacent qui est S ou bien C ou bien R, d'accord? C'est ça notre côté opposé ici, est divisé par le côté adjacent. Donc, on va dire que tangente de phi est égale. Donc, tangente de phi est égal à A' divisé par S. On a fait quoi? On a fait côté opposé. Donc, côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, nous sommes dans le cas des petits angles. Donc, on va dire que cette fonction tangente-là, tangente de phi, est égale aussi à phi. Si ceci est égal à phi,
Ça veut dire que A prime sera égal à S phi, d'accord? On va égaler, cette quantité est égale à ceci, donc on va tirer l'angle. Donc on va tirer la mesure A prime en valeur absolue qui sera égale à S phi, d'accord? Nous avons ici la deuxième équation. Alors ici, nous savons que nous avons A prime et là également nous avons A prime. Donc A prime est égal à A prime. Donc on va poser 1 est égal à 2, d'accord? 1 est égal à 2, tout simplement. Donc on aura alpha fois L est égal à quoi? Est égal à S phi. Donc ce qui implique alpha, donc qui est notre déplacement, bien évidemment, il sera égal à S, qui est la distance, fois phi. Phi, c'est l'angle de torsion divisé par L, qui est la longueur de notre cercle, d'accord? Bon, disons ici du cylindre. Donc voilà, c'est fait. Là également, nous avons toujours la même figure, mais la différence est que, en fait, ici dans la première figure, nous avons un seul cylindre qui est là, d'accord, qui est encastré là au point B, d'accord. Mais dans la deuxième figure, nous avons deux cylindres qui sont mélangés, c'est-à-dire nous avons un plus gros cylindre dans lequel on a joint un autre cylindre. Et les deux cylindres sont encastrés au point B. Donc, je vais dire ici, j'ai le point B. Ils sont encastrés au point B, d'accord? Alors, on nous demande de déterminer les relations, les différentes relations possibles. Donc, nous savons ici, avec le premier cylindre qui est AA', que nous avons nommé ici les points AA', avec ce premier cylindre, ça nous a permis de déterminer alpha est égal à S phi. Ici, nous avons deux cylindres, ça veut dire qu'on aura aussi deux valeurs de alpha, puisque si on a un seul cylindre, et ça nous permet de déterminer une seule relation de alpha, donc là, ça va également nous permettre, ici où nous avons deux cylindres, ça va nous permettre de déterminer deux relations de alpha, d'accord? Alors, on va faire un peu la différence. Dans le premier cylindre, nous avons le premier cylindre ici, que là, on a nommé ici par A', d'accord? Alors, le premier cylindre que nous avions nommé ici A', est également présent ici, vous pouvez le remarquer. Nous avons aussi A' et A, d'accord? Maintenant, on a superposé un autre cylindre, un plus gros cylindre, que nous notons ici par B', B. Donc, en fait, la relation pour le petit cylindre qui est A' ne change pas, mais sauf qu'on doit faire la différence. Pour le petit cylindre, ça ne sera plus, la relation ne sera plus alpha est égal à S phi divisé par L, mais on va parler de alpha minimum, d'accord? Donc on va dire pour le premier cylindre, on va dire ceci que alpha minimum est égal à quoi? Alpha minimum est égal à S phi divisé par L. Ça c'est pour, je prends pour le cylindre A', d'accord? Pour le cylindre A', d'accord. Alors pour le gros cylindre, la différence est quoi? C'est qu'on aura alpha maximum. Donc, je vais dire ici, deuxième cylindre. Donc, on aura alpha max serait égal à... Ici, le S, on doit comprendre S c'est quoi? S, nous avions dit que c'est la distance de O vers A. Alors ici, la distance de O vers B pour le gros cylindre, la distance de O, le point O est là. Donc la distance de O vers B, ce n'est plus S, mais on a dit que c'est R, d'accord? C'est R. Donc ici, à la place de S, on va mettre R. À la place de phi, c'est toujours phi, c'est le même angle de torsion. L'angle ne change pas, d'accord? Et L également ne change pas. Donc là, on va dire alpha maximum est égal à R fois phi divisé par L. Donc là, je prends pour le cylindre B', B. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que ici, nous avons L, et là également, nous avons aussi L. Soit nous avons le choix, on peut égaler L égale à L, ou bien on peut faire 1 sur 2, d'accord? Donc, plus simplement, on va faire la première équation divisée par la deuxième équation, d'accord? Alors, si on fait la première équation divisée par la deuxième, donc on aura alpha minimum divisé par alpha max est égal. Donc, on aura ici S phi divisé par L fois L divisé par R phi, d'accord? Alors, nous avons ici L,
elles vont partir. Nous avons phi, l'angle de torsion également va partir. Donc, justement, il va nous rester alpha minimum. Alpha minimum sur égal, il va nous rester S divisé par R, d'accord? Donc, on va dire S divisé par R, alpha max. Donc, voilà la relation de alpha minimum. Lorsque nous avons deux triangles, plutôt, nous avons deux pistons mélangés, on nous demande de déterminer la relation du déplacement, donc des déplacements entre les deux pistons qui sont encastrés en un point commun. Donc la valeur du déplacement minimum sur égal à S sur R fois le déplacement maximal. Donc on va encadrer ça. Alors ici nous avions dit que sigma, je vais écrire ça ici, nous avions dit ceci que la contrainte de cisaillement est égale à F sur A, est égale aussi à alpha fois G. Alpha, c'est le déplacement que nous venons de déterminer. Donc, s'il existe, nous allons prendre les bornes, on va prendre sigma est égal à alpha fois G, d'accord? Donc, s'il existe alpha minimum et qu'il existe aussi alpha maximal, ça veut dire qu'il existe sigma minimum et sigma maximal. En fait, c'est simple. Lorsque alpha est minimum, est minimal autant pour moi, sigma aussi est minimal. Lorsque alpha est maximal, sigma aussi automatiquement il est maximal, d'accord? Donc, nous allons justement déduire la formule de sigma. On va déduire la relation, donc on va trouver la relation, on va dire sigma maximal en fonction de sigma minimum, d'accord? On va trouver une relation entre sigma maximal et sigma minimum. Donc nous allons dire ceci, sigma minimal est égal à quoi? Si sigma est minimal, ça veut dire que alpha aussi, il est aussi minimal. Donc, on va dire alpha min fois quoi? Fois le module de cisaillement qui est G. Donc, fois G, d'accord? Alors, nous savons que sigma minimal serait égal. Nous avions déterminé la relation entre alpha minimal et nous avions dit que la relation de alpha minimal, nous avions dit que alpha minimal est égal à S. Donc, je mets ça comme ça, est égal à S divisé par R alpha maximal. Donc ici, là où nous avions sigma, plutôt alpha minimal, nous allons remplacer par la relation que nous avions récemment trouvée. Donc, on va dire sigma minimal sur égal à S sur R, ok, alpha max le tout fois G. Alors, on va mettre un peu d'ordre. Donc, sigma minimal sur égal bon, ici nous remarquons, on peut bien remarquer ici, ça nous donne quoi? Puisque nous avions dit, on va d'abord copier cette expression, on a S sur R alpha max fois G. Puisque nous avions dit que sigma est égal à alpha fois G, si sigma est maximal, plutôt si alpha est maximal, ça va nous produire quoi? Donc, on aura ici sigma maximal également. Sigma maximal sera lié à alpha maximal fois à G, d'accord? Rien de difficile. Donc, lorsque nous avions ici alpha maximal fois G, ça veut dire quoi? Ça, eh bien, ça veut simplement dire que là, nous avons sigma maximal, d'accord? Donc, notre sigma minimal deviendra quoi? S sur R fois tout ça, toute cette quantité, nous avions dit que c'est sigma max, donc fois sigma max. D'accord. On va encadrer ça. Ok, donc c'est encadré. Mais avant, nous avions dit ceci que le but de cette vidéo, justement, est de démontrer comment déterminer le moment de torsion.
Ici, nous avions dit que le moment de torsion est égal à sigma, d'accord, fois S fois D de A. En fait, il s'agit de quel sigma? Il s'agit d'un cas où j'ai un seul cylindre. Par exemple, ici, j'ai un seul cylindre. Ça veut dire que le sigma qui est ici, il correspond au sigma minimal, donc à ne pas oublier. Donc, on va reprendre cette formule. Nous avions dit que T est égal à quoi? T est égal à l'intégrale. Donc, on a A ici, nous avons ici sigma. Donc, je répète, il s'agit de sigma minimal. Donc, on va dire sigma minimal fois, fois S fois D de A. D'accord? Sigma minimal, nous venons justement de le déterminer ici. Donc, T serait égal le moment de torsion intégrale de A. Ici, on va remplacer sigma minimal par sa formule. Nous avons déterminé ici qu'on a S sur R fois sigma max, d'accord? Nous remplaçons sigma minimal, donc fois sigma max, et fois, nous avions ici S D de A, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, simplement, nous remarquons que ici, on a S, là aussi, on a S, donc on aura S au carré, d'accord? S au carré. Et nous avons aussi la présence de sigma. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on aura T sur égal à sigma maximal, il peut sortir avec R, d'accord? Donc, on aura sigma max divisé par R, intégrale de A. On a S fois S, c'est S au carré, donc S au carré, et on a dérivé de A, d'accord? Donc, on va encadrer ça. Donc, voilà la formule qu'il fallait déterminer, plutôt démontrer, et c'est fait. Donc, nous sommes arrivés ici. Maintenant, cette méthode, elle est quand même longue, mais il y a une méthode beaucoup plus simple. Donc, on va entamer ou passer à ce qui est beaucoup plus simple. On va faire la même démonstration, autant pour moi, mais avec une approche beaucoup plus simple. Donc, pour l'approche plus simple, nous allons observer notre schéma enfin, on va observer ça de cette manière. Avant, on travaillait de cette manière. Donc, on observait le schéma comme ça de profil, d'accord? On observait notre schéma de profil. Maintenant, on va aborder une approche beaucoup plus facile pour déterminer, donc pour arriver à cette formule, d'accord? Alors, l'approche la plus simple, c'est laquelle? Nous allons cette fois-ci observer notre schéma comme ça. On va observer le cercle, donc on va se mettre devant et pour observer le centre qui est ici, d'accord? On va observer notre cercle de cette manière. Donc, je répète, avant, on a travaillé en observant notre schéma de cette manière. Nous regardons ça de profil. Mais ici, on va regarder ça du devant, d'accord? Alors, si nous regardons notre schéma de cette manière vers le devant, donc nous allons voir que devant nous, on ne peut pas voir ce qui est derrière. On ne verra pas ce qui est derrière, mais on verra simplement le cercle, d'accord? Ce n'est que le cercle, parce que on suppose que nous positionnons de cette manière et on observe notre schéma comme ça. Donc, on voit que le cercle qui est là, d'accord? Alors, si nous observons ça comme ça, notre tâche sera beaucoup plus facile puisqu'il n'y aura pas beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, ici, nous aurons notre sigma minimum, minimal plutôt. Ici, nous aurons notre sigma maximal. Et cette distance, la projection de sigma minimal sur l'horizontale, j'appelle cette distance par S, d'accord? Et la projection de la distance de sigma maximal jusqu'au point O ici, d'accord? On appelle ça par R. Donc, on va faire sigma minimal divisé par sa distance qui est S. Donc, on va faire sigma minimal divisé par sa distance qui n'est rien d'autre que S. Il serait égal à sigma maximal. On va faire ce rapport. Sigma maximal divisé par sa distance. La distance, la grande distance pour le gros triangle là, c'est laquelle? C'est R, d'accord? Donc, on va faire diviser par R. Ça nous permet justement de tirer sigma minimal. Il serait égal à S sur R fois sigma maximal, d'accord? Or, donc je vais nommer ici
la première page. Ici, je vais noter ça par la deuxième page, d'accord? Or, nous avions dit que le moment de torsion T est égal à l'intégrale en fonction de A, justement. Donc, on a sigma minimal ici fois S. D de A, c'est la formule que nous avions obtenue pour le moment de torsion. On avait dit que T est égal à intégrale en fonction de A, sigma SD de A, d'accord? Donc, on va remplacer sigma minimal par la relation trouvée. Donc, on va dire T sur égal à l'intégrale de A. Ici, nous avions sigma minimal est égal à S divisé par R fois sigma max. Et nous avons la présence de tout ça là, c'est sigma minimal, d'accord? Faut pas s'embrouiller. Et là, nous avons S ici fois D de A. D'accord. Alors, le moment de torsion I sur égal à l'intégrale de A. Donc, ici, on aura sigma max divisé par R fois S au carré fois D de A. Ça nous permet d'arriver directement à la formule recherchée, attendue. Donc ici, je vais dire que c'est la troisième page, d'accord? Donc du coup, si le moment de torsion serait égal à sigma max divisé par R intégrale de A, et on a S au carré D de A. Donc, c'est beaucoup plus simple de démontrer ça comme ça. C'est qu'avec la première méthode, on a beaucoup de détails qui vont nous aider pendant la résolution des exercices. Mais sinon, s'il faut s'arrêter à faire la démonstration, cette méthode est beaucoup plus simple. Eh bien, donc jusque-là, nous avions ce que nous avions fait en premier. Nous avions défini la formule du moment de torsion. Et on a trouvé notre première formule pour le moment de torsion qui est cette formule. Ensuite, nous avons fait quoi? On a déterminé le déplacement parce que on a rappelé ici que la force ou la contrainte de cisaillement est égale à F sur A est égale à alpha fois G. Alors, nous avions défini c'est quoi alpha et on a vu comment déterminer le déplacement si nous avons un cylindre encastré. Par exemple, notre cas. Alors, on a démontré ici comment déterminer alpha et c'est ce que nous avions fait. Par la suite, on a supposé le cas où nous avons deux cylindres. Quelles sont les modifications ou encore quelles sont les différences? D'accord? Alors, c'est ce qu'on a fait ici. On a vu que si nous avons deux cylindres, on aura alpha maximal et alpha minimal. Alors, à partir de ça, on a déduit une conséquence, une formule qui a impacté notre moment, puisqu'on a dit que le moment est égal à intégrale de A, sigma SD de A. Alors là, nous avions dit qu'il s'agit de quel sigma? Bien évidemment, il s'agit de sigma minimal, parce que cette formule est donnée en fonction d'un seul cylindre. Lorsque nous avons un seul cylindre, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, mais un seul cylindre, alors c'est ça la formule de sigma. Une fois que nous avions déterminé notre sigma minimal, on fait quoi? On prend sigma minimal, on vient remplacer ici, d'accord? Et justement, notre formule va changer. Alors, en ce moment, on a déterminé, on a démontré tout ça là. Nous avions parlé du moment de torsion, puisqu'il s'agit de Boerema moment, donc moment de torsion. Alors, on va déterminer l'angle de torsion. C'est ça, ça va beaucoup intervenir dans la résolution des exercices. Alors, on va voir comment faire pour déterminer l'angle de torsion ensemble ici. On fera ça. Alors, c'est parti. Donc, nous allons partir de cette relation, le déplacement, puisque dans le déplacement, nous avions l'angle de torsion. J'avais dit que l'angle de torsion, c'est phi, c'est cet angle qui est là. Cet angle, c'est phi, et c'est ça que nous appelons, nous, par l'angle de torsion, d'accord? Donc, on va prendre une relation où nous avons la présence de l'angle de torsion pour déterminer sa relation. Donc, bien évidemment, c'est cette relation parce qu'on a ici l'angle de torsion. Donc, on va recopier ça. Donc, on va dire, nous avions démontré que le déplacement, donc, alpha est égal à S fois phi, d'accord, divisé par L. Donc, c'est bon, nous avions écrit ça. Et nous avions aussi, là, nous avons
préciser que l'angle, que la distance S n'est rien d'autre que C, n'est rien d'autre que R. En fait, c'est le rayon. Donc, il n'y a pas de différence. On peut noter ça par R, on peut noter S par C, on peut noter S par R. Ça ne fait aucune différence. Puisqu'il n'y a pas de différence, donc ici, on va dire que ce qui implique notre déplacement alpha n'est rien d'autre que C fois phi qui est l'angle de torsion divisé par L. Nous, on a besoin de l'angle de torsion, donc on va dire l'angle de torsion sera égal à quoi? Eh bien, il sera égal à alpha fois L divisé par C, d'accord? Phi est égal à alpha fois L divisé par C. Alors, nous avons la formule du moment d'inertie polaire. Donc, le moment polaire, nous savons que le moment polaire pour un cercle rempli plein, le moment polaire est égal à... Donc, le moment polaire est égal à pi r exposant 4 divisé par 2. Et nous aurons aussi besoin de la formule de la contrainte de cisaillement. Nous savons que la contrainte de cisaillement sigma, nous avions dit qu'il est égal à F sur A, d'accord? Il est égal aussi à alpha fois G, d'accord? Il est égal aussi à TC sur J, d'accord? La contrainte de cisaillement est égale aussi à Q sur T, d'accord? Il ne faut pas oublier ça. Il est égal à Q sur T. Donc nous, on va... tout ça sont des relations de la contrainte de cisaillement, justement. Donc, on va considérer ceci et ceci, d'accord? Donc, on va dire que alpha fois G est égal à quoi? Est égal à TC sur J. Donc, on va nommer ça. Donc, on va noter ici par la première relation, d'accord? Ici, on va dire que c'est notre deuxième relation. Alors, je vais prendre dans la première relation, qu'est-ce que j'ai? J'ai la présence de C. Alors, dans la deuxième relation également, j'ai la présence de C. Donc, ça peut me permettre de trouver une relation parmi les deux. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, on va partir. On va dire C sera égal à quoi? Ici, on va dire que C sera égal à quoi? Eh bien, C sera égal à alpha fois G fois J, d'accord? Le tout divisé par T. D'accord? Donc, nous avons notre troisième relation. Nous avions trouvé C. Donc, on va prendre la troisième relation et on va remplacer ça dans la deuxième relation et on verra bien ce que ça va donner. Donc, on va dire 3 dans 2. 3 dans 2, d'accord? 3 dans 1, autant pour moi. Donc, phi serait égal à quoi? Qui est l'angle de torsion. Phi serait égal à, on a dit que phi est égal à alpha L fois, divisé par C plutôt. Donc, on aura ici alpha fois L. Je vais mettre fois l'inverse de C. Donc, C est égal à quoi? Ici, on aura T divisé l'inverse de C. Donc, on aura ici alpha fois G, le tout fois J. N'est-ce pas? Alors, nous remarquons là, on a alpha, les alpha vont partir. Là également, les deux ils vont partir. Donc, phi, il va nous rester quoi? Il va nous rester T fois L divisé par G fois J. D'accord? Alors, le moment polaire, il est donné. Donc, nous avions dit que le moment polaire, donc G, bien sûr, le moment polaire G, il est égal à pi r exposant 4 sur 2. Donc, je vais encadrer parce qu'on aura besoin de ça dans les exercices. Donc, j'encadre ce moment polaire-là, d'accord? Et voilà la formule de alpha. Maintenant, dans les exercices, on aura certainement des gros cylindres avec beaucoup de parties et on va nous demander de déterminer l'angle de torsion. Donc, on va généraliser cette formule en disant, donc ça, c'est la formule de manière plus simple, c'est comme ça. Maintenant, de façon générale, on va dire que le moment de torsion, plutôt l'angle de torsion sera égal à la somme de I allant à 1 à N, d'accord? Donc, on aura TI
LI divisé par GI. Parce que G, c'est le module de cisaillement. Généralement, le module, il ne change pas. Et si vous voulez, on peut mettre GI, ça ne fait pas de différence. Donc, on va encadrer ça. Et bien voilà. Donc, le moment de torsion, plutôt l'angle de torsion, on a déterminé ceci. De manière générale, si nous avons, on a un cylindre, mais qui est composé de plusieurs portions, d'accord? Donc, on va simplement mettre les différentes portions. C'est pourquoi ici, on ne met plus TL simplement. TL simplement, c'est quand il s'agit par exemple d'un cylindre, mais d'une seule portion. Mais si nous avons beaucoup de portions, on verra dans l'exercice de quoi je suis en train de parler. Sinon, on va mettre TI, LI sur JI, JI. Avec J, c'est le moment polaire, d'accord? Il est donné par la relation J est égal à PR exposant 4 sur 2 ou encore à PD exposant 4 sur 32. En fait, DC, R c'est le rayon et D c'est le diamètre, quoi. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est tout pour la petite histoire. Alors, on va corriger un exercice aujourd'hui et puis certainement on en fera d'autres. Et donc, voilà l'exercice qui est devant nous. Donc, on nous donne deux cylindres. Enfin, c'est un cylindre, un plus gros cylindre. Et puis, nous avons aussi en haut, on a mis un plus petit cylindre, donc le cylindre BC. On nous donne la tension donc la contrainte de cisaillement qui est égale à 55 mégapascal, d'accord? Alors, on nous demande de déterminer le diamètre AB et le diamètre BC. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, pour résoudre cet exercice, il faut, de manière générale, il faut se référer des données qui sont disponibles avec nous, d'accord? Nous savons que nous avons la contrainte de cisaillement, nous avons 55 mégapascal. Mais avant de commencer, il faut d'abord vérifier au niveau de l'exercice. Est-ce que toutes les données sont présentes au niveau de mon schéma? Lorsque je regarde ici au point C, oui, j'ai le moment de torsion au point C qui est égal à 400 newtons, fois mètre. J'ai aussi le moment de torsion au point B qui est égal à 1200 newtons fois mètre. Mais au point B, je n'ai pas le moment de torsion au point B. Ça veut dire que, au point A, autant pour moi, ça veut dire que avant même d'aller plus loin dans l'exercice, j'ai besoin de déterminer le moment de torsion au point A. D'accord? Donc, on va trouver le moment de torsion au point A. On va trouver A. Donc, nous savons que la somme des moments, d'après les lois statiques, les PFS, nous savons que la somme de moments pour assurer l'équilibre, cette somme doit être égale à 0. Donc, on va définir le sens du moment. On va prendre ce sens-là. Donc, le sens positif de la trigonométrie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le moment au point, je vais faire la somme, en tout cas je ferai la somme simplement, la somme des moments. Par rapport à la sens, plutôt, excusez, par rapport au sens dont nous avions défini, nous savons que ici, TA est dans le sens positif, donc le sens anti-horaire, donc il est positif, donc nous aurons ici TA, d'accord. Par contre, TB il est négatif, donc on aura moins TB, d'accord, et on aura plus TC. Plus TC est égal à 0. Ça veut dire que TA sera égal à TC. Donc notre TA, bien entendu, il sera égal à TB moins TC, d'accord. Donc le moment de torsion point A sera égal, on a dit que TB est égal à 1200 moins TC est égal à 400 et ça va nous faire 800, d'accord. Donc nous avons 800 newtons par mètre. Donc je vais écrire ça ici, TA est égal à 800 newton-mètre, excusez. On n'a pas demandé TA, mais on a besoin de calculer TA
la suite de notre exercice. Alors ici, en fonction des données qui m'ont été fournies, je vais déterminer la formule que je dois utiliser pour arriver à mes fins, d'accord? Je sais que j'ai la contrainte de cisaillement qui m'a été donnée dans l'exercice. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire la contrainte de cisaillement. Donc, nous savons que la contrainte de cisaillement est égale à F sur A. Les formules de la contrainte que j'écris pendant le cours, F sur A est égal aussi à TC sur G, est égal aussi à Q sur T. Alors, on va s'arrêter là. Nous allons prendre, puisque nous avons dans notre exercice, nous avons quoi? Nous avons les moments de torsion, les T. Donc, on va prendre quoi? On va prendre la formule où nous avons T, d'accord? Et le moment de torsion, plutôt la contrainte de cisaillement nous a été donnée. Donc, on va dire la contrainte de cisaillement serait égale à quoi? À TC sur J, d'accord? Ok. J, on avait dit que J, c'est le moment polaire, d'accord? Donc, on va définir J. Alors, dans le cours, je vais rappeler ça. Dans le cours, voilà le cours, nous avions posé que S est égal à C et est égal à R. En fait, C n'est rien d'autre que S et n'est rien d'autre que R. Donc, à la place de C, nous allons utiliser R. Donc, on va dire que C est égal à R, bien entendu. Alors, on va aussi dire que le moment polaire, on a posé cette formule. Nous avions dit qu'il est égal à pi R exposant 4 sur 2. C'est ça la formule du moment polaire que nous avions posé. Donc, ceci étant, je vais simplement remplacer ces relations ici dans la formule de la contrainte de cisaillement. Donc, on aura la contrainte de cisaillement est sur égal à, nous avions dit que c'est TC sur J. À la place de C, je vais mettre R. Donc, on aura T R divisé par J, qui est donc le moment polaire. Et notre moment polaire, il est égal à quoi? Il est égal à pi R exposant 4 sur 2. Donc, on va dire ici pi R exposant 4 sur 2. Donc, ceci va donner T R fois 2 divisé par pi R exposant 4. D'accord. Alors, on va simplifier. Donc, notre contrainte de cisaillement, il serait égal à... On va simplement simplifier. Donc, il serait égal à 2 fois T divisé par pi R exposant 3. D'accord? Maintenant, observez, on nous demande dans cet exercice, on nous demande de déterminer le diamètre. Bon, nous savons que le diamètre AB est égal à quoi? Est égal à R, à 2 fois R. Donc, le diamètre, c'est le rayon fois 2, d'accord? Donc, si on détermine d'abord le diamètre, si nous déterminons d'abord le diamètre, alors plus simplement, de manière plus simple, plutôt si on détermine le rayon, de manière plus simple, on va déterminer le diamètre, puisque le diamètre, c'est le rayon fois 2. D'accord? Donc, nous ici, nous savons maintenant qu'on va déterminer le rayon. Notre objectif est de déterminer maintenant le rayon, parce que nous, la question qui nous a été posée est de déterminer le diamètre. Mais on sait que si on arrive à déterminer le rayon, pour trouver le diamètre, on va faire 2 fois le rayon et on trouve le diamètre, rien de plus compliqué. D'accord? Donc, on va tirer le rayon ici, le rayon qui est R. Donc, on va dire que R, exposant 3, il serait égal à quoi? Eh bien, il serait égal à sigma fois... non, excusez. Donc, on va dire ici, R exposant 3 est égal à 2 fois T divisé par quoi? Eh bien, divisé par sigma fois pi. Rien de compliqué. Alors, notre R, il serait égal à quoi? Eh bien, il serait égal à 2 fois T divisé par sigma pi fois 1 tiers, d'accord? À partir de ce moment, on peut directement aussi déduire la relation du diamètre, puisqu'on nous demande de déterminer le diamètre. Nous savons que le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Donc, ça veut dire que on va écrire D, le diamètre est égal à 2 fois le rayon.
et sur égal à tout ça là. Donc, il sur égal à 2 parenthèses de 2t sur sigma fois pi, le tout exposant 1 sur 3. Donc, je vais bien écrire la formule du diamètre dont je suis en train de rechercher. Donc, il sur égal, on a dit 2 parenthèses 2t divisé par sigma pi, le tout exposant 1 tiers, d'accord? Alors, nous avons la formule du diamètre dont nous recherchons, mais ça, c'est la formule du diamètre de manière générale. Mais nous, on a besoin de déterminer un diamètre spécifique. Donc, nous avons le diamètre ABC et le diamètre AB. En fait, qu'est-ce qui doit faire la différence entre le diamètre ABC et le diamètre AB? Eh bien, simplement, la différence va se trouver au niveau des tensions. C'est-à-dire, quand il s'agit du diamètre ABC, donc j'aurai la tension, plutôt j'aurai le moment de torsion, autant pour moi, donc j'aurai le moment de torsion BC. Ici, c'est le diamètre de manière générale, c'est pourquoi nous avions seulement T ici. Mais s'il s'agit du diamètre BC, donc il va s'agir du moment de torsion BC. S'il s'agit du diamètre AB, donc il s'agira aussi du moment AB. Donc on va écrire ça. On va écrire ça ici. On va commencer par déterminer le diamètre BC. Donc le diamètre BC, il sera égal à 2 parenthèses, j'ai 2 fois, donc on aura ici le moment de torsion BC, d'accord, divisé par sigma fois pi, et le tout à la puissance 1 tiers, d'accord. Alors, on va devoir déterminer, le moment de torsion BC. Alors, pour déterminer le moment de torsion BC, ce n'est rien de compliqué. Alors, je viens dans ma figure. Voilà la méthode, comment déterminer un moment de torsion dans un cylindre. Puisque je dois déterminer le moment de torsion BC, TBC, qui est le moment de torsion BC. D'accord. Donc, je dois venir ici. Quand je viens là, je viens entre le point B, puisqu'il s'agit du moment de torsion BC, donc je dois venir entre le point B et le point C, et je vais faire une coupe, d'accord? Je vais couper entre le point B et le point C. Donc justement, nous avons coupé entre le point B et le point C. Donc voilà le point B, et voilà le point C. J'ai fait une coupe, et cette coupe, j'appelle ça par 1, 1, d'accord? Donc, c'est pour dire que c'est la première coupe que j'ai fait. Et cette coupe, c'est pour que ça me permette justement de déterminer le diamètre BC. Quand j'ai fait la coupe, alors, j'ai le choix. Soit je peux travailler avec, puisque lorsque nous coupons ça veut dire qu'on a coupé notre schéma en deux. Lorsqu'on coupe, nous avons la partie qui est à gauche et la partie qui est à droite. Soit tu peux travailler avec la partie qui est à gauche ou également travailler aussi avec la partie qui est à droite. Mais ici, vraisemblablement, la partie qui est beaucoup plus simple à manipuler, c'est la partie qui est à droite. Puisque si je prends cette partie, j'ai quoi comme tension? J'ai que la tension TC. D'accord? Donc, ça sera beaucoup plus simple de travailler avec la partie qui est à droite. Donc, on va recopier le schéma. Donc, voilà notre schéma. Après la coupe, on se retrouve avec ceci. Donc, j'explique qu'on a coupé entre le point B et le point C. Quand nous coupons, on a décidé de prendre la partie qui est à droite pour beaucoup plus de facilité, d'accord? Alors, là où nous coupons, il doit, puisqu'on coupe par 6, en fait, nous coupons, donc il se forme un moment ici. Et donc, quand je coupe, donc j'ai coupé, alors nous prenons la partie qui est à droite. À droite, nous avons le moment TC qui est là. Donc, je dois le représenter TC. Là où j'ai coupé, je dois montrer que j'ai un moment, puisqu'en coupant, il se forme un moment. Alors, je dois montrer le moment qui est le moment TBC. Pour assurer l'équilibre, il faut qu'il y ait l'équilibre. Donc, pour qu'il y ait l'équilibre, le moment qui est ici, il doit être opposé à ce moment. C'est-à-dire, leurs sens doivent être opposés. Si le moment TC, il fait ça, ça veut dire que le moment TBC, il doit faire ça, d'accord? Ils doivent avoir des sens de rotation différents, d'accord? Alors, je vais déterminer le moment TBC puisque j'en ai besoin ici. On va faire ceci, l'équilibre statique des moments. Nous savons que la somme des moments est égale à 0. Et on va prendre le sens positif de la trigonométrie. Alors, si on prend le sens positif de la trigonométrie, nous aurons TBC, il est négatif. Donc, on aura moins
TBC et on aura plus TC. Au lieu d'écrire TC, on va dire directement 400, d'accord? Plus 400 est égal à 0. Donc ça veut dire que TBC est égal à 400 Nm. C'est un moment, d'accord? Maintenant, par la suite, on va prendre ce moment. Donc, nous allons remplacer TBC. On a trouvé TBC. On va remplacer TBC ici. Maintenant, remarquez une chose. Il faut faire attention avec les unités. Nous avons les unités ici. On a notre contrainte de cisaillement qui a été donnée en mégapascal. D'accord? Donc, puisque la contrainte de cisaillement est en mégapascal, en fait, ça veut dire quoi? Mégapascal, je vais écrire ça ici. La contrainte de cisaillement. La contrainte de cisaillement est donnée en mégapascal, n'est-ce pas? Donc, je dois aussi, puisque mégapascal, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai 55 fois Newton divisé par millimètre au carré, d'accord? Ça veut dire que je dois aussi convertir aussi, là, à la place de mètre, je dois convertir ça en fait en millimètres, d'accord? Donc, pour convertir ça en millimètres, en fait, on aura ici TBC sur égal. On va convertir ça en newton par millimètre, d'accord? Puisque la contrainte de cisaillement est donnée en millimètres, c'est en mégapascal. Mégapascal veut dire newton par millimètre carré. Donc là, on doit mettre ici 400, d'accord? On a ici 400, on a newton, millimètre pour repartir en mètres, on doit faire fois 10 exposant fois 10 exposant moins 3, n'est-ce pas? Donc, Newton, pour partir en millimètres, on doit faire plutôt millimètre, et pour repartir en mètres, on doit faire fois 10 exposant moins 3. Donc, lorsque nous avons le mètre, on veut partir en millimètres, on doit faire fois 10 exposant 3, et ça devient Newton, d'accord? Millimètre. Là, nos calculs sont cohérents, parce que nous avons la contrainte qui est en millimètres, Newton par millimètre carré. Donc là également, on aura aussi des millimètres. Donc on aura 4 fois 10 exposant combien? 5 Newton millimètres. D'accord. On va prendre ça, on va remplacer ici. Donc DBC, donc DBC est sur égal. Nous avons ici 2, d'accord? Donc je mets ici 2. Donc, on remplace ici, d'accord? Alors, tout calcul bien fait, DBC, il serait égal à 33,33. L'unité sera en millimètres parce que ici, on avait les mètres, d'accord? On avait les mètres ici avec le moment de torsion, mais on a converti ça en millimètres. Donc, ici, l'unité sera en millimètres. Donc, on met millimètres. Voilà la distance qu'on nous a demandé, alors on encadre ça. Ensuite, nous allons aussi déterminer donc la distance. Pour la distance, donc le diamètre BC il est déterminé. On va faire le même travail pour déterminer le diamètre AB. Alors, pour trouver le diamètre AB, rien de compliqué, justement, on va venir entre le point, puisque donc on va d'abord écrire ici, on va déterminer le diamètre DBC est égal à ça. Donc, ceci étant, le diamètre AB, il serait égal à quoi? Eh bien, il serait égal à 2. D'accord? On aura 2 fois le moment de torsion de AB. D'accord? Divisé par sigma pi, le tout à la puissance 1 sur 3. D'accord? Alors, on va déterminer le moment de torsion AB. On a dit que pour déterminer le moment de torsion AB, il faut faire une coupe. Donc, on va dire coupe. Bon, on va dire coupant. Donc, voilà, nous avions coupé. On a dit pour déterminer le moment TAB, il faut couper entre le point A et le point B. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai coupé entre le point A et le point B. Voilà la coupe. Alors, j'ai deux choix. Après la coupe, je peux travailler soit avec cette partie, mais j'aurai trop de moments à prendre en compte, en fait. J'aurai le moment
TB qu'il faut prendre en compte, le moment TC qu'il faut prendre en compte, donc c'est trop de travail. Alors je vais prendre la partie qui est à gauche, puisque à gauche, je n'ai qu'un seul moment, j'ai que le moment TA. Et le moment TA, il est représenté ici, c'est un moment que nous avions calculé au début de notre exercice. Alors il est égal à 800, on avait dit, donc moment est égal à, TA est égal à 800 newton mètres, d'accord? Alors, pour assurer l'équilibre, lorsque je coupe ici au milieu, il y a un moment qui doit se former, d'accord? Alors, le moment là, il doit être opposé au moment qui le précède ici pour assurer l'équilibre. Donc, ce moment, puisque j'ai coupé entre A, B, donc c'est le moment, je dis c'est T, A, B, d'accord? Donc, je fais l'équilibre statique. La somme de moments est égale à 0. Ça veut dire, ici, je prends le sens positif, ok, de la trigonométrie. Ici, il est positif, donc j'aurai TA et j'aurai moins TB, TAB autant pour moi. Moins TAB est égal à 0. Donc, ça veut dire que TAB est égal à TA. D'accord? Donc, TAB est égal à TA est égal à combien? TA est égal à 800 newtons par mètre, et plutôt fois mètre. Donc on aura 800 fois. Je vais mettre, puisque la contrainte de cisaillement, comme on a fait ici, la contrainte est en newtons par millimètre carré, c'est mégapascal. Donc je vais mettre aussi le moment de torsion aussi TAB en newton fois mètre, d'accord? Là c'est newton, plutôt newton fois millimètre. Ici, autant pour moi, la contrainte de cisaillement est en newton par millimètre au carré. Donc je vais mettre aussi le moment de torsion aussi en newton fois millimètre pour qu'il y ait la cohérence, d'accord? Sinon, si vous travaillez ici avec les millimètres, ailleurs avec les mètres, le résultat est faux, bien entendu. Donc ici, on aura, on est en mètres, et pour partir en millimètres, on fait fois 10 exposant 3. D'accord? Donc ça donne newton millimètres. Et ça fait 8 fois 10 exposant 5 newton fois millimètre. Alors j'ai toutes les valeurs, donc je fais quoi? Je vais faire D à B. Il sera égal à quoi? Eh bien, il sera égal à 2. Donc je remplace simplement, voilà la formule générale. Donc j'aurai 2, le tout multiplié par 2 fois TAB. TAB est égal à 8 fois 10 exposant 5, le tout divisé par sigma. Sigma est égal à combien? Sigma est égal à 55, d'accord? Donc je fais 55 fois, j'ai combien? J'ai fois pi, donc je mets fois pi. D'accord? C'est mieux qu'en fait les calculs avec la calculatrice, il faut écrire pi directement, parce que quand vous prenez des valeurs arrondies, ça peut fausser le résultat ou avoir un nombre qui est proche. Et pour certains qui sont rigoureux, vous pouvez ou ne pas aussi manquer des points. Donc voilà. Donc après un calcul rigoureux, donc après le bon calcul, vous allez vous retrouver avec le diamètre AB, ça nous fait 42. Voilà, 42, ça sera en millimètres, puisqu'on a converti les mètres en millimètres. 42 millimètres, d'accord. Alors, c'est déterminé. Donc, voilà le résultat qu'on attendait. Donc, je fais ça. OK. L'autre diamètre, il est là. Donc, voilà notre premier résultat et notre deuxième résultat. Donc, voilà le premier exercice pour la résistance des matériaux. Pour les DRSL Holland. Donc ça, c'est pour les objets circulaires. Alors, je pense que la semaine prochaine, on va continuer à faire des exercices, peut-être 3 ou 4 exercices pour les exercices pour les objets circulaires, d'accord? Et juste après ça, nous reviendrons ici les, pour faire des exercices sur des objets non circulaires, les DRSL All Mayan. On va revenir ici pour faire ça. Et après, on passera à autre chose, toujours avec la résistance des matériaux. On verra les notions sur les poutres, les méthodes d'intégration directe, les méthodes énergétiques, etc. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous aurez compris. Donc, portez-vous bien.